Imaginons un instant qu'un individu déclenche continuellement l'alarme de sécurité d'une maison. À chaque fois que le propriétaire regarde par la fenêtre, il n'y a absolument personne dans le jardin. C'est une situation particulièrement usante, en effet. Absolument. Aucune porte n'a été forcée, aucune vitre n'a été brisée. Il est donc techniquement impossible d'appeler les forces de l'ordre pour signaler une effraction. Pourtant, le sommeil devient impossible, le doute s'installe et une forme de paranoïa épuisante gagne du terrain. Et c'est exactement l'allégorie parfaite pour décrire la nouvelle réalité tactique de l'architecture de sécurité européenne actuelle. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin. Nous sommes le mardi 19 mai 2026. L'objectif de notre analyse approfondie d'aujourd'hui est de dresser un panorama factuel, posé et strictement impartial de ces événements. Oui, l'idée est d'informer avec clarté, sans jamais céder au sensationnalisme, ni générer de la peur parmi ceux qui nous écoutent. Et il est important de souligner que cette session est rendue possible par notre partenaire ProWave AI. Exactement. D'ailleurs, l'intégralité des données et des rapports que nous allons examiner a été générée par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Et pour préciser, Stylo News n'est pas un simple abrégateur classique. C'est en fait la déclinaison grand public du logiciel Stylo Intellops. À l'origine, cette plateforme a été conçue exclusivement pour les opérations gouvernementales, militaires et les entreprises. Ce qui veut dire que notre public a désormais une opportunité assez unique, n'est-ce pas? Celle d'utiliser un outil d'aide à la décision de niveau mondial. C'est tout à fait ça. Le système synthétise des événements mondiaux avec une objectivité stricte. Et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de décortiquer les menaces de drones, les divisions au sein de l'OTAN et cette pression continue sur le flanc est de l'Europe. Sans oublier l'identification des décideurs clés et l'analyse du sentiment général sur les réseaux sociaux. Alors, plongeons d'abord dans ces fameux incidents invisibles. Si l'on consulte les rapports de renseignement de ces 2 dernières semaines, Eh bien, la situation autour de la mer Baltique et de la Pologne nécessite une attention immédiate. Les évaluations sont claires, une attaque conventionnelle massive de la Russie est jugée très improbable à court terme. pas de grande offensive terrestre en vue, donc. Non, aucune. En revanche, les actions coercitives hybrides, elles, sont en très forte hausse. C'est ce qu'on appelle la tactique de l'ambiguïté. Justement, parlons des faits sur le terrain. Récemment, il y a eu cette explosion liée à un drone en Pologne qui a tout de même forcé l'OTAN à faire décoller des avions de chasse en urgence. Oui, et ce n'est pas un cas isolé. On a aussi observé un incident touchant une installation pétrolière en Lettonie, ce qui a provoqué une véritable crise politique interne. Et près d'Helsinki, des alertes aux drones ont carrément obligé des vols commerciaux à être détournés. C'est quand même une pression quotidienne. C'est colossal. Et les services de renseignement suédois et danois ont même émis des avertissements concernant une possible saisie symbolique d'une île de la Baltique. On pense à Gotland ou Bornholm. Ah oui, juste pour tester les réactions. Et il y a aussi ce rapport inquiétant de l'agence de sécurité norvégienne, le PST. Exactement. Le PST alerte sur la coercition de réfugiés ukrainiens en Norvège. Ils seraient manipulés à des fins d'espionnage et de sabotage. C'est dramatique, mais c'est une méthode qui opère toujours sous le radar. C'est pour ça que je faisais cette analogie de l'alarme du voisin au début. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une sorte de guerre des nerfs moderne, conçue, millimétrée même, pour opérer juste en dessous du seuil de l'article 5 de l'OTAN? C'est une excellente observation. Cette zone grise est cultivée intentionnellement. Elle permet de créer de la confusion et surtout de reporter les responsabilités indéfiniment. Ce qui offre un avantage stratégique dans le domaine de l'information. Tout à fait. Et cela permet de tester les temps de réponse de l'OTAN sans jamais déclencher de guerre ouverte. L'ambiguïté est leur meilleure arme. Mais face à cette pression constante sur ses frontières, on se demande naturellement comment l'Alliance réagit. Et là, le constat est assez fragmenté. Il y a de profonds débats internes. Des débats intenses, oui, surtout avec le récent redéploiement américain. Le président Donald Trump a initié le retrait de 5000 soldats stationnés en Allemagne. Pour en redéployer une partie en Pologne, n'est-ce pas, afin de renforcer le flanc Est. C'est l'argument avancé, oui, tout en se focalisant de plus en plus sur la région Indo-Pacifique. Le président insiste fortement sur le partage du fardeau financier et critique ouvertement les alliés européens. Et pendant ce temps, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, tente de maintenir la cohésion. Il souligne, de manière très posée, que le soutien américain reste indispensable à court terme. Oui, il appelle à l'unité. Mais les fractures sont réelles. Prenez Kęstutis Budrys, le ministre des Affaires étrangères lituanien. Ses déclarations récentes étaient
particulièrement sévère. Il a vivement critiqué certains pays d'Europe du Sud, c'est bien ça, hein? Absolument, pour leur manque d'investissement. Il faut dire que la Lituanie consacre désormais 5,4% de son PIB à la défense. C'est bien au-delà de l'objectif de 5% prévu pour 2035. Le contraste avec d'autres membres de l'Alliance est saisissant. Et il n'y a pas que l'aspect budgétaire. Le conflit américano-iranien et les nouvelles stratégies américaines créent d'autres frictions. En effet, la nouvelle approche antiterroriste américaine, qui cible l'extrême gauche et scrute les politiques d'immigration européennes, génère d'énormes tensions géopolitiques supplémentaires entre les deux rives de l'Atlantique. Alors, cela m'amène à une vraie question de fond. Si ce parapluie protecteur américain se referme partiellement, est-ce que cela pourrait être le catalyseur dont l'Europe avait besoin pour consolider sa propre défense ou, au contraire, est-ce que cela risque d'exposer des failles structurelles béantes? Eh bien, c'est tout le dilemme actuel de l'Europe. La perspective d'une moindre implication américaine force le continent à accélérer son indépendance militaire. Mais cette transition, elle soulève des défis industriels absolument majeurs. Des défis documentés dans l'initiative Rearm Europe ou Readiness 2030, si je ne me trompe pas? C'est bien cela. L'objectif est de mobiliser près de 800 milliards d'euros d'ici 2030, mais les experts estiment qu'une indépendance totale nécessitera un horizon de 15 à 20 ans. On ne bâtit pas une industrie de défense complète du jour au lendemain. Et c'est là qu'on observe des mouvements géopolitiques fascinants pour pallier ce manque de temps. La Turquie, par exemple, émerge comme un hub de la défense incontournable. Tout à fait. Le ministre belge de la Défense, Theo Franken, s'y est récemment rendu. Il a signé pas moins de 9 accords de coopération en matière de défense. Il a d'ailleurs publiquement salué la capacité de l'industrie turque. Et c'est intéressant de voir comment cette dynamique est perçue. D'après le rapport Stilo News sur l'analyse des réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, le sentiment est étonnamment positif. Très positif, en effet. Le public spécialisé et les investisseurs saluent la technologie de défense européenne et les nouvelles synergies. Comme ce partenariat industriel entre le groupe polonais Mesco et le norvégien Kongsberg. Et on voit aussi des valorisations massives. La start-up de défense IA Helsing a été évaluée à 18 milliards de dollars. C'est le reflet d'un optimisme technologique fort. Cependant, il faut examiner l'autre face de la médaille avec la même neutralité. La réponse morale et politique à ce réarmement est extrêmement vive. Oui, le pape Léon XIV a pris la parole à ce sujet. Il a publiquement condamné la hausse de 14% des dépenses militaires européennes prévues pour 2025. Il l'a qualifié, et je cite, de trahison de la diplomatie. Son argument est que cette course à l'armement enrichit une certaine élite tout en privant les secteurs sociaux d'investissement qui sont cruciaux pour les populations. Et cette pression morale se double d'une pression économique interne pour de nombreux pays européens. Comment équilibrer les budgets nationaux face à ça? C'est un casse-tête. En République tchèque, le parti ODS refuse catégoriquement tout assouplissement fiscal. Ils ne veulent pas s'endetter davantage, même pour la défense. Et d'un autre côté, on a des pays qui cherchent l'apaisement interne pour obtenir des fonds. La nouvelle ministre hongroise des Affaires étrangères, Anita Orban, a mis fin au chantage au veto de son pays. Exactement. L'objectif était clair, renouer le dialogue avec l'Union européenne et débloquer des fonds économiques vitaux. L'équilibre entre les impératifs militaires et le mécontentement moral ou financier est très précaire. Alors, en rassemblant tous ces éléments, les tactiques hybrides, les débats tendus au sein de l'OTAN et ce réarmement européen si complexe, quels sont les prochains jalons que ceux qui nous écoutent doivent surveiller à court terme? Sur la scène diplomatique, le premier événement majeur sera le sommet critique de l'OTAN, prévu à Ankara les 7 et 8 juillet 2026. Ce sera un test grandeur nature pour la cohésion de l'Alliance, n'est-ce pas? Absolument. Un test pour la cohésion et surtout pour la réalité des engagements budgétaires. Ensuite, sur le plan militaire, il faudra surveiller l'évolution des capacités balistiques. Vous faites référence aux avertissements récents des experts militaires russes? Oui, concernant les missiles RS-28 Sarmat et les systèmes Oreshnik. Théoriquement, ces vecteurs sont capables de neutraliser les infrastructures de l'OTAN. Ce sont des déclarations conçues pour marquer les esprits occidentaux. Et sur le front purement politique, le paysage européen semble assez instable en ce moment. L'instabilité politique interne est effectivement une variable clé. Il faut observer les conséquences de la chute du gouvernement en Roumanie, avec l'influence grandissante du président eurosceptique Dendamar. Il y a aussi l'essor de mouvements politiques spécifiques. L'AfD en Allemagne, Réforme UK au Royaume-Uni. Tout à fait. Et bien sûr, les préparations politiques en cours pour les élections présidentielles françaises de 2027, tous ces facteurs internes dictent la politique étrangère de ces nations. Et face à ce tableau, quelles sont les actions probables de la Russie dans les mois à venir? L'analyse pointe vers un maintien strict de cette fameuse ambiguïté.
Aucune invasion terrestre majeure, c'est très clair. Mais nous devrons nous attendre à une poursuite ciblée de cyberattaques. Essentiellement sur nos infrastructures logistiques et énergétiques? Exactement. Le brouillage GPS continuera d'affecter la navigation et les opérations d'influence vont se maintenir. C'est une pression constante, mais sous le seuil du conflit armé. En synthèse d'une autre analyse, les faits montrent que l'Europe se trouve à un carrefour historique. Elle est forcée de redéfinir sa propre sécurité tout en naviguant dans un paysage d'alliances vraiment incertain et de fortes pressions économiques. C'est un résumé parfaitement juste de la situation. Le statu quo n'est plus une option viable pour le continent. Ce qui nous amène, avant de conclure, à une réflexion assez vertigineuse que je souhaiterais soumettre à notre public. Si l'Europe parvient effectivement à construire cette autonomie stratégique et militaire complète d'ici une vingtaine d'années, Ce qui est l'objectif affiché, oui. eh bien, est-ce que cette indépendance finira par renforcer le lien transatlantique en créant enfin un véritable partenariat d'égal à égal, ou bien, paradoxalement, signera-t-elle la fin définitive de l'OTAN telle que nous l'avons connue depuis la Seconde Guerre mondiale? C'est une excellente question, et c'est sans doute l'enjeu diplomatique le plus crucial du siècle en cours. Une perspective que nous continuerons de suivre avec la plus grande objectivité. Absolument. Nous tenons d'ailleurs à rappeler que toutes les données, les tendances et les analyses de sentiments discutées aujourd'hui ont été synthétisées par Stylo News. Et c'est une application qui est très intuitive, disponible sur mobile et sur ordinateur. Elle permet à chaque individu de personnaliser ses propres bulletins de renseignement. Exactement, en s'appuyant sur des centaines de sources de presse traditionnelles et des flux en temps réel de réseaux sociaux comme X. Nous invitons chaleureusement notre public à s'abonner sur www.stylonews.com pour obtenir ces actualités à la demande, propulsées par l'IA. Un outil précieux pour rester informé avec calme et précision. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce bulletin. C'est toujours un plaisir de décrypter cette actualité complexe pour vous. N'hésitez pas à suggérer des thèmes pour de futures analyses approfondies et pensez à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle session de décryptage. Excellente journée à toutes et à tous.